Chaque jour, on allumait les lampes un peu plus tôt, et on avait pris l'habitude de fermer les portes. Toutes les 2 heures, dans le poêle de fonte qui luisait au milieu de la salle, Marie versait un demi-seau de charbon au grain dur et brillant qui faisait, en dégringolant, un bruit d'hiver, et les gens qu'on ne connaissait pas entraient en coup de vent, la moustache humide, pour boire au comptoir un petit marc ou un café arrosé. Il pleuvait, des 3 ou des 4 jours d'affilée, une pluie fine, monotone, qu'on regardait à travers les vitres. Paris était devenu noir et froid, soudain dur, inquiétant, et Marie, comme une chatte, se pelotonnait dans la chaleur des caves de Bourgogne, où régnait toujours une rassurante odeur de cuisine mijotée. Une fois, un dimanche après-midi que Sylvie était couchée et l'avait presque mise dehors, elle s'était aventurée seule dans des quartiers qu'elle ne connaissait pas, et avait été surprise de découvrir tant de devantures déjà préparées pour Noël. Elle était restée longtemps dans la foule, devant les magasins du Louvre, à contempler un spectacle qui l'émerveillait. D'immenses personnages lumineux qui se mouvaient sur toute la largeur du bâtiment, des enfants beaucoup plus grands que nature qui, sur un fond de sapin clignotant, se livraient une bataille de boules de neige. Les mouvements étaient saccadés, schématiques. On suivait la trajectoire de la boule qui s'écrasait sur un des gosses, et celui-ci tombait, se relevait, lançait de la neige à son tour, et la scène recommençait à l'infini. Certains la regardaient 20 fois, 30 fois, avec un même ravissement. Elle avait fait la queue avec les familles qui défilaient pas à pas devant les étalages de jouets, où les scènes, plus compliquées et plus longues, comportaient des douzaines d'automates. Et, quand elle était rentrée, elle avait trouvé son ami qui terminait une lettre. « Tu écris à ta mère ?»« Non. » Marie comprit. Il arrivait souvent à Sylvie d'écrire, depuis quelque temps, en réponse à des petites annonces. Elle ne prenait plus son petit déjeuner avec Marie, dormait tard, disait avec indifférence « Les gens ne tiennent pas à ce qu'on se présente de trop bonne heure. Plus ils sont importants, et plus ils arrivent tard au bureau. » C'était pour Sylvie que l'hiver devait être noir et froid. Marie pensait souvent dans la bonne chaleur des caves de Bourgogne, entre les Laboine qui la traitaient comme quelqu'un de la famille. Elle avait travaillé 3 jours, presque aussitôt après avoir quitté les Farcombi, dans un bureau d'exportation de la rue d'Enghien. On ne l'avait pas gardée davantage. Quand elle était revenue, elle avait le regard flou. « Que s'est-il passé? Tu t'es disputé ?»« Non, c'est eux qui ont raison. Je ne fais pas l'affaire. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je ne sais rien. J'ai compris en regardant travailler les autres. »« Pourquoi ne cherches-tu pas un autre genre de place ?» Sylvie l'avait regardé avec une pointe d'impatience, comme on regarde quelqu'un qui s'obstine à ne pas comprendre, et qui vous fait chaque fois mal inutilement. Marie n'en avait pas moins suivi son idée. « Il y a une crèmerie, 2 maisons plus loin que le restaurant, où l'on demande quelqu'un. »« Pour servir au comptoir ?» La voix de Sylvie était à peine ironique. « Un peu pour tout, comme moi. Tu sais comment ça se passe dans les boutiques. Si tu veux, j'en parlerai à Madame Laboine, qui est une amie de la crémière. »« T'es gentille, merci. »« C'est oui ?»« C'est non, bien sûr. Si c'était pour ça, à quoi bon être venu à Paris ?» Marie avait soudain cru comprendre, et, dans sa tête, avait continué la phrase à sa façon. À quoi bon n'être pas allé voir son père malade? À quoi bon ne pas avoir assisté à son enterrement et à s'être brouillé avec sa famille? À quoi bon Monsieur Luz et la nuit de la combinaison déchirée? À quoi bon? Elle admirait Sylvie pour son courage, et, par crainte de l'humilier, évitait, le soir, de lui poser trop de questions. Des journaux traînaient toujours dans la chambre, surtout des journaux de l'après-midi, avec des croix au crayon rouge en marge des petites annonces, et Sylvie avait dans son sac à main un carnet aux pages couvertes d'adresses. Marie savait qu'elle ne prenait plus ses repas au restaurant, retrouvait souvent des miettes de pain, des papiers gras. « Te rappelles-tu que nous avons décidé de partager le bon comme le mauvais ? » ?»« Non. J'ai dit au contraire, chacune pour soi. »« Pas dans ce sens-là. Tu voulais dire que nous gardions chacune notre liberté. Je ne dépense à peu près rien, et tu pourras toujours me rendre plus tard ce que... C'est non. Merci quand même de me l'avoir proposé. »
Si les rôles étaient renversés, tu me forcerais d'accepter. Tu oublies que je dois être la dame riche, et toi la femme de chambre. N'est-ce pas le jeu? Elle avait l'air d'en rire. Elle était toujours belle, malgré sa fatigue, plus belle que jamais. Maintenant qu'il n'y avait plus que M. Luz dans sa vie, Marie pouvait l'épier sans rougir quand elle se déshabillait ou qu'elle faisait sa toilette. Et elle était sûre que ce n'était pas une idée, qu'il y avait réellement quelque chose de changé dans le corps de Sylvie. Les seins étaient devenus d'une matière plus vivante, la ligne des hanches plus douce, et les cuisses étaient pleines comme celles d'une femme, tandis que la Marie gardait des cuisses maigres et arquées de petite fille. En somme, qu'est-ce que tu veux? Ce que je t'ai toujours dit. Devenir riche? Ne plus être pauvre, ne plus être une boniche, comme l'a si bien dit Madame Luz. Tu préférerais être comme elle? Non. Plus? N'essaie pas de comprendre, Marie. Un jour, tu verras. Et alors? Elle devait marcher des heures durant, dans le vent, dans la pluie, avec ses nouveaux souliers aux talons trop hauts, descendre dans le métro surchauffé dont Marie avait si peur, ou bien, le manteau et les pieds mouillés, attendre sans bouger dans des antichambres avec d'autres candidates qui s'observaient férocement. Viens au moins manger quelquefois à mon restaurant. Je te servirai bien. Madame Laboine fait de la bonne cuisine. Un jour que Sylvie avait la grippe et n'était pas sortie, elle avait annoncé le soir à la Marie. Il est revenu. Monsieur Luz? Cet après-midi, un peu après 5 heures. Tu lui as ouvert? Bien sûr que non. Comment es-tu certaine que c'était lui? Il t'a parlé? Il a frappé, a attendu, puis a écrit quelque chose sur une carte de visite qu'il a glissée sous la porte. Tu peux lire. Je l'ai laissé sur la table. Il n'y avait qu'un mot au crayon. Quand? Tu le reverras? Jamais de la vie. Est-ce par honnêteté ou par une sorte de défi que Sylvie haussait les épaules et laissait tomber? Ça ne servirait quand même à rien. Tu veux dire qu'il ne te donnerait pas d'argent? Sylvie la regarda sans répondre. Et s'il pouvait t'en donner? Ne parlons plus de ça, veux-tu? À la suite d'une de mes lettres, j'ai un rendez-vous pour demain, avenue de l'Opéra, et je vais devoir me présenter la gorge enflée. Sa voix était rauque, et elle portait un épais pansement humide autour du cou. Je suis jolie. Mais le rendez-vous de l'avenue de l'Opéra ne donne à rien, tout au moins immédiatement. Ils ont besoin d'une vraie secrétaire, qui, par-dessus le marché, doit parler l'anglais. Ce n'est pas mon affaire. Ça m'aura toujours apporté un apéritif. Comment? Il y avait quelqu'un avec la personne qui m'a reçu. Un homme encore jeune, assez beau garçon, qui m'a regardé tout le temps et s'est arrangé pour se trouver en même temps que moi dans l'escalier. Vous allez vers les Champs-Élysées? M'a-t-il demandé une fois sur le trottoir. J'ai vu qu'il y avait une voiture et j'ai dit oui. À quelle adresse? Déposez-moi où vous voudrez. Pas avant que vous ayez accepté un cocktail sur le pouce. Je ne suis libre que quelques minutes, mais vous me permettrez peut-être de vous revoir. Il ne t'a rien demandé? Seulement mon adresse. Tu la lui as donnée? Pas celle-ci, une adresse à la poste restante. Pourquoi? Parce qu'ici ce n'est sûrement pas son genre. Elle n'en parla plus les autres jours suivants. Sans doute n'y avait-il pas de lettre à la poste restante. Et Sylvie continua à se durcir. Parfois, elle avait des yeux de somnambule, comme si elle seule pouvait voir cette chose vers laquelle elle marchait si obstinément. Marie usait de petites ruses, apportait par exemple des gâteaux en prétendant que c'étaient les restes du restaurant que Madame Laboine lui avait donné. Une autre fois, furtivement, elle avait glissé un peu de monnaie dans le sac de son amie, et, cette fois-là, elle constata que Sylvie en était presque arrivée à son dernier centime. Marie vivait la plus grande partie du temps ailleurs, dans une atmosphère paisible et douce, et d'autres préoccupations auraient dû prendre le pas sur les problèmes de Sylvie. Monsieur Jean lui parlait souvent, et c'était si évident qu'il la regardait avec complaisance que Madame Laboine annonçait quand il entrait « Ton amoureux, petite !» Il restait gauche, volontiers sentencieux. Il lui avait raconté presque toute son histoire, à petits coups, un peu chaque jour, comme un roman à épisode, se souvenant toujours du point où il en était resté la veille, enchaînant, demandant « Vous vous rappelez que je vous ai parlé de ma tante Dubule ?»
La tante Dubul, oui. Pourquoi trouvait-elle ce nom-là si drôle? Elle n'aurait pas dû rire de lui. Elle s'en voulait. Il s'appelait Dubul aussi, Jean Dubul, et cette fameuse tante était la sœur de son père, qui habitait Roubaix et qui l'avait élevé quand il était devenu orphelin. Elle a travaillé toute sa vie pour me donner une bonne instruction. Maintenant qu'elle est vieille et quasi impotente, c'est à moi de lui rendre le bien qu'elle m'a fait. Tous les dimanches, je prends le train et vais la voir, car elle ne veut pas quitter sa petite maison, et Paris l'a toujours effrayée. Paris ne vous a pas effrayé au début? Il m'effraie encore. Moi pas. C'est curieux. Dès que j'ai débarqué à la gare du Nord, je me suis jeté dans la bataille. Ses lunettes lui faisaient de gros yeux fixes et presque farouches. Mais, dès qu'il les retirait pour les essuyer, il avait un regard si doux qu'il en paraissait peureux. Il travaillait sans relâche. Le matin, jusqu'à 1 heure, il tenait la comptabilité d'un mandataire aux Halles. Et, tout de suite après son déjeuner, prenait le métro pour la Villette, où il était occupé jusqu'à 8 heures chez un boucher en gros. Marie l'entendait rentrer vers 9 heures, car Marie, maintenant, sans en rien dire à Sylvie, épiait les bruits de la chambre d'en haut. Le repas qu'il prenait aux caves de Bourgogne était son seul repas chaud de la journée. Le soir, il achetait de la charcuterie ou du fromage, étudiait jusqu'à minuit. Voyez-vous, mademoiselle Marie, quand j'aurai passé mon examen, qui est un examen très dur, je serai expert comptable et pourrai prétendre à une position intéressante. Il ne lui faisait pas la cour dans le sens habituel du mot. Sans doute ne s'était-il pas préoccupé de savoir comment elle était faite, et elle se demandait même s'il savait qu'elle louchait. Elle était capable d'écouter avec un air sérieux et intéressé, de sourire au bon moment, d'un sourire encourageant, et il lui arrivait d'elle-même, par gentillesse, de demander « Comment va votre tante ?» Un incident s'était produit, qui avait apporté à Marie une bouffée de fourrasse. Un soir, au lieu de suivre son chemin habituel, elle avait profité de ce qu'il ne pleuvait pas pour faire le tour par le boulevard du Temple. Le soir était large, à peu près désert. Marie avait été intriguée par une femme qui marchait à 20 de pas devant elle, courte et large, vêtue de noir, le chapeau de travers, l'allure décidée et homasse. Comme il lui semblait que cette silhouette lui rappelait quelqu'un, elle avait hâté le pas et l'avait vue de profil. C'était Mathilde, la femme de ménage que les Clément avaient embauchée par l'intermédiaire d'un bureau de placement de La Rochelle, celle qui maintenait ses bas à l'aide de cordons rouges. N'était-ce pas extraordinaire qu'elle fût à Paris, justement dans le même quartier qu'elle? Plus extraordinaire encore que, parmi ces millions d'habitants, il leur arriva de se rencontrer. Si Marie avait gardé un doute, la sacoche que la femme tenait suspendue à son bras et qui était la même qu'à Fouras l'aurait convaincue. Elle avait ouvert la bouche pour appeler, tout en se précipitant. À ce moment précis, un gamin qui courait, une pile de journaux sur le bras, l'avait bousculée. Le temps de reprendre son aplomb, et elle voyait Mathilde s'engouffrer dans une de ces bouches de métro qui l'impressionnaient toujours. Elle en parla à Sylvie. « Tu sais qui j'ai rencontré ?»« Comment le saurais-je ?»« Mathilde. »« Celle des Ondines ?» Mais cela n'intéressait pas Sylvie, qui ne posa pas de questions. Pour elle, le passé était bien passé. Jamais elle ne faisait allusion à Rochefort. Et, quand, au cours de la conversation, Marie prononçait le nom d'une de leurs compagnes de classe ou de quelqu'un de leur rue, on sentait que cela n'éveillait en elle aucun écho. Le jour de payer leur chambre pour la quinzaine, Sylvie dit avec une remarquable sécheresse « Cette fois, je suis obligé de te laisser payer ma part. Je t'en demande pardon. Tu sais bien que je ne demande pas mieux. » « Moi pas. » Un peu plus tard, Marie mit encore un peu de monnaie dans le sac où il restait exactement 2 francs. Mais, le soir, elle retrouva cette monnaie sur le marbre de la commode. « Demain, éveille-moi comme avant, à 7h30. » Marie faillit pousser un cri de joie. Ce qui la retint, ce fut le ton neutre, voilé, sur lequel Sylvie avait dit ça. « T'as trouvé une place ?»« Je crois que oui. »« Tu n'en es pas sûr ?»« Je le saurai demain. » Dans son lit, Marie se dit qu'il était humiliant d'entrer dans une nouvelle place sans argent. Et, le lendemain matin,
alors que Sylvie dormait encore, voulut en glisser dans son sac. Or, tout de suite, ses doigts rencontrèrent des billets de banque. S'agissait-il vraiment d'une place? Fallait-il croire qu'on l'avait payée d'avance, sans savoir si elle ferait l'affaire? Ou bien Sylvie avait-elle inventé cette histoire, et ce que la Marie gagnait était-il arrivé? Elle prépara le café, s'habilla, secoua son amie par l'épaule. « Debout, ma vieille !» Il y avait longtemps qu'elle ne réveillait plus Sylvie, et elle fut frappée par son air presque hagard. On aurait dit que son premier sentiment, en étant arrachée au sommeil, avait été la peur. Un instant, son visage avait paru vieilli, et elle avait regardé devant elle comme quelqu'un qui se met sur la défensive. « Ah, c'est toi ! Qui aurais-tu voulu que ce soit ? » Personne, bien entendu. Quelle heure est-il ? Elle n'avait quand même pas oublié sa question familière, ni son mouvement pour s'asseoir au bord du lit, la chemise roulée autour du ventre, ses belles cuisses étalées. « Tu vas loin ? » ?»« À Joinville. »« Je ne sais pas où c'est. Autant me parler du Congo. »« Dans la banlieue, au nord de la Marne. C'est là que se trouve le plus grand studio de cinéma. »« Tu veux faire du cinéma ?» Plus tard, elle devait se souvenir de la réponse catégorique, presque tranchante de Sylvie. Non. À quoi elle avait ajouté, comme sans y attacher d'importance, « C'est là que j'ai quelqu'un à voir. » La Marie pria, ce matin-là, tout en faisant le nettoyage de la salle qui lui donnait plus de mal en hiver qu'en été, car les clients apportaient de la boue, et il y avait presque toujours au porte-manteau des parapluies qui s'égouttaient. Mon Dieu, faites que Sylvie réussisse et trouve une bonne place. Faites que ce que j'ai pensé ne soit pas vrai et qu'il ne lui arrive jamais de faire ça. Le même jour, par une sorte d'ironie du destin, Jean Dubulle risqua une proposition inattendue à laquelle il devait attacher de l'importance, car il tout sauta plusieurs fois avant de parler. « Vous m'avez dit que vous ne sortiez jamais, et j'ai pensé que ce n'était pas bon pour une jeune fille de votre âge. Moi-même, je ne m'accorde à peu près pas de répit, et je me suis demandé si, ce soir, par exemple, nous ne pourrions pas prendre de petites vacances ensemble, en tout bien tout honneur. » Impressionnée, elle se demandait ce qui allait suivre. « Accepteriez-vous, mademoiselle Marie, de m'accompagner au cinéma du boulevard Bonne Nouvelle? On y donne un très bon film, et c'est à 2 pas de notre hôtel. »« C'est que je travaille jusqu'à 8 heures. »« Moi aussi. Nous pourrions nous rencontrer devant l'hôtel des Vosges, à 8h45 par exemple. » C'était la première fois de sa vie qu'un homme l'invitait, et Monsieur Jean était à peine sorti qu'elle courait en faire part à Madame Laboine. « Vous croyez que je dois y aller? »« J'espère que t'as dit oui. »« Je n'ai pas dit non. »« Alors pourquoi me demandes-tu mon avis? »« Parce que je peux encore en changer. » Ce n'était pas vrai. Elle savait qu'elle ne parlait ainsi que pour se rendre intéressante. Elle en parla à Sylvie aussi, après avoir monté les 5 étages d'une seule haleine. « Je suis invité à aller au cinéma. » Sylvie était déjà couchée comme pour dormir. « Qu'est-ce que t'as? T'es malade? »« Non. »« T'as la place? »« Je ne sais pas encore. »« Ça n'a pas marché comme tu voulais? » Elle écoutait à peine la réponse, se déshabillait en un tournement, mettait sa meilleure robe. « Tu ne m'en veux pas? Il doit être déjà en bas à m'attendre. » Elle avait espéré des questions, mais Sylvie se contentait de la regarder avec des yeux surpris. « Je te raconterai plus tard. C'est amusant, tu verras. Je t'ai dit que j'ai rencontré Mathilde. Il y a déjà 4 jours. Pardon, j'avais oublié. Bonsoir Sylvie. Tu veux que je prenne la clé afin que tu n'aies pas à te relever? Ça m'est égal. » Elle eut des remords, dès le moment même, alors qu'elle était encore dans la chambre, mais c'était plus fort qu'elle. Et puis, est-ce que Sylvie s'était gênée, elle? Les rôles étaient renversés, voilà tout. C'était Sylvie qui restait à se morfondre, et la Marie qui sortait. La Marie qui sortait. La Marie qui... Tout en descendant l'escalier, elle répétait ces mots comme une ritournelle, les chantait dans sa tête, dans tout son être qui volait par-dessus les marches. La Marie qui sortait. Elle avait envie d'éclater de rire, pour rien, pour tout. C'était tellement inattendu, tellement fou. La Marie qui sortait. La Marie qui...
T'es sûr que t'as pas envie de dormir? J'ai moins envie de dormir que toi de raconter. Tu ne me laisserais quand même pas tranquille. Je n'ai rien à te raconter. Il ne s'est rien passé. Nous sommes allés au cinéma. Pour revenir, il m'a offert son bras et il marchait comme à une noce. Pourquoi parles-tu si bas? Chut! Et, montrant le plafond où on entendait des pas, il est là-haut. C'est comme ça que tu l'as connu? Non, il vient tous les jours déjeuner au restaurant. Il t'a proposé de l'épouser? Pas encore. Il ne t'a pas demandé de coucher avec lui? T'es folle. Ce n'est pas un homme comme ça. Tu n'as vraiment pas sommeil? Tu veux que je te répète tout ce qu'il m'a dit de lui? De sa tante? Des examens qu'il prépare? Elle se souvint des billets de banque que sa main avait palpés dans le sac de Sylvie, et sa joie en fut gâchée. Mais toi, es-tu sûr que tu n'as rien à me dire? Sûre et certaine. Il ne t'est rien arrivé de mal? Elle n'osait pas préciser sa pensée, même en esprit. Cela se confondait avec les rues noires sous la pluie, avec la lumière étrange des becs de gaz et les silhouettes qu'on voyait tapies sur certains seuils, les visages qu'on découvrait un instant quand ils sortaient pour y rentrer aussitôt. C'était ce Paris-là qu'elle imaginait à Rochefort quand Sylvie lui parlait de son projet et dont le seul nom lui mettait une sensation angoissante dans la gorge, une sorte de picotement chaud dans tout le corps. « Dis, Sylvie », insista-t-elle en se penchant sur elle comme pour respirer son odeur, comme pour savoir son odeur. « Parle-moi de ton amoureux », trancha l'autre avec la voix un peu lasse mais ferme d'un adulte s'adressant à un enfant trop insistant. « Comme tu voudras. Tu le trouverais sans doute ridicule à cause de ses gros vers, de sa façon de marcher, de se tenir, de parler. Il est toujours conscient de sa valeur, tu comprends? Ou plutôt, il voudrait faire croire qu'il est sûr de lui, mais c'est un timide qui doit trembler au moment de m'adresser la parole. » De fil en aiguille, parce qu'elle avait commencé, elle lui raconta tout. La tante Dubulle dans sa petite maison de Roubaix, en face du canal, le mandataire au hall qui avait fait 2 fois de la prison, et le boucher de l'après-midi qui savait à peine lire, sans compter le si difficile examen d'expert comptable. C'est le mari qu'il te faut, non? Je ne me suis pas posé la question. Tu verras que tu te la poseras. Qu'est-ce que tu penses que je répondrai? Oui, bien sûr. Du moment qu'on se pose cette question-là, ce n'est jamais pour répondre non. Tu parles comme Madame Laboine. Tu vois? Eh bien, bonne chance, ma fille. Maintenant, va te coucher et rêve doux. On dirait que t'es fâché. Moi? Je te jure bien que non. Ou que tu m'en veux. De quoi pourrais-je bien t'en vouloir, bon Dieu? Je parie que tu te figures que je vais te quitter. Et après? D'abord, y a rien de sûr. Ensuite, comme je le connais, il prendra son temps, et y a des chances pour que tu sois marié avant moi. T'es gentil de te donner tant de mal. Je dis ce que je pense. Il se passera au moins 1 an avant que... Mais oui, dors. Tu vois que t'es fâché. Zut et zut. Est-ce que je peux éteindre? Tu te couches, oui? La poire électrique se trouvait du côté de Sylvie. Elle avait le corps brûlant, et Marie, pour la première fois, eut l'impression que son amie reculait à son approche. « Mon Dieu » pria-t-elle à nouveau, « faites que Sylvie, mon Dieu, arrangez tout cela pour le mieux, que chacun soit heureux, et faites aussi Jean. » Elle s'embrouillait. Elle était si joyeuse, tout à l'heure, quand elle descendait l'escalier, toute vibrante de sa chanson. La Marie qui sort, la Marie qui... Elle ne voulait pas avoir de cauchemar. Et voilà que, sans qu'elle fût complètement endormie, la silhouette de Louise s'approchait de la fenêtre de Fouras. Puis son visage se précisait dans la lumière, grossissait comme les visages du cinéma. Mais c'était un Louis qui ne souriait plus pour mendier une caresse, un Louis tragique qu'elle n'avait jamais vu, Louis tel qu'il devait être dans le placard au balai, pendant les 4 heures qu'il avait mis à se décider à mourir. Est-ce qu'il savait ce qui l'obligeait à s'en aller? Est-ce qu'il l'avait su, à la dernière seconde, avant de passer de l'autre côté où il n'y avait plus de Marie ni de Sylvie, de religieuses, de rues noires qui s'enchevêtrent et où des gens marchent de toute la vitesse de leurs jambes comme s'ils avaient hâte de se perdre? La Marie tâta le lit, toucha de la chair. « Sylvie » appela-t-elle, « j'ai peur. »« De quoi as-tu peur à présent ?»« Je ne sais pas, allume. » Sylvie alluma docilement.
tourna la tête pour la regarder. « Tu dormais déjà? T'as fait un cauchemar? »« Peut-être. Non, rien. Je te demande pardon de t'avoir réveillé. » Sylvie, soulevée sur un coude, les seins visibles dans l'entrebâillement de la chemise de nuit, l'examinait curieusement. Et ses seins, justement, rejetaient Marie dans ses transes. « Nous ne nous quitterons pas, dit. C'est toi qui, tout à l'heure, je ne veux pas te quitter. Il ne faut pas, promets. J'éteins, dors. T'es dur avec moi. » Silence. « Pas seulement avec moi. Tu le fais exprès d'être dur, avoue-le. Tais-toi. Parce que tu crois que c'est fini, non? Tu tiens à ce que je sorte de la chambre? Bon, excuse-moi, bonne nuit. Bonne nuit. » Et cela prit 5 jours exactement. 5 jours pendant lesquels on n'entendit parler que de Noël tout proche. Aux caves de Bourgogne, on préparait un petit arbre dans le coin du comptoir, et madame Laboine commençait à s'occuper des boudins, car il y aurait un souper de réveillon, non pour les clients de passage, mais pour les quelques habitués célibataires ou veufs qui ne savaient où aller et pour quelques commerçants du voisinage. On tenait une liste à jour. On y ajoutait des noms et on en barrait. La crémière et son mari en seraient. C'était une femme toute petite, toute ronde, aussi fraîche que ses mottes de beurre, qui avait une voix haut perchée de petite fille. Son mari, au contraire, était un grand auvergnat sec dont les bras velus étaient peu appétissants parmi les fromages et pots de crème. Il venait de temps en temps boire un verre et avait une façon particulière d'essuyer ses moustaches. Ils avaient trouvé la servante qu'ils cherchaient et qui, comme Marie, venait tout droit de sa province. C'était une Bretonne qu'on voyait passer quand elle allait livrer les bouteilles de lait et qui paraissait si désemparée que la Marie ne pouvait s'empêcher de rire. J'ai été comme ça, n'est-ce pas, madame Laboine? Je me souviens que je n'osais pas traverser les rues et qu'une fois un agent a arrêté la circulation exprès pour moi. Je me demande encore si c'était pour se moquer ou parce qu'il avait pitié. Sylvie ne se levait déjà plus à 7h30 du matin. Elle reçut une lettre d'un de ses frères, Maurice, qui avait 15 ans, mais ne parla pas de son contenu. Elle ne dut pas lui répondre. Elle ne lisait plus les petites annonces. Elle passait encore dehors la plus grande partie de la journée, mais n'avait plus l'air de chercher une place. Peut-être en avait-elle une où elle ne commençait pas de bonne heure. Souvent, quand il leur arrivait de se regarder, elles détournaient toutes les deux la tête. Mais il faut dire que c'est Marie qui commençait. Elle n'aurait pas pu expliquer pourquoi. Elle se sentait mal dans sa peau, ne parvenait plus à chasser l'image de Louis qui lui revenait sans cesse à l'esprit. Le dimanche, Jean Dubulle se rendit comme d'habitude à Roubaix. Il figurait sur la liste du réveillon. Il avait tenu, le vendredi, à y inscrire lui-même son nom, d'une façon un peu solennelle, comme il faisait toute chose, et rien que par le geste dont il tendait la feuille à Marie, il laissait entendre que ce qu'il venait de faire avait de l'importance à ses yeux. « Il ne manquera probablement que la neige, » remarqua-t-il. « À Roubaix, nous en avons presque toujours. En tout cas, il y en avait quand j'étais petit, et nous organisions des batailles. » Comme sur la grande façade des magasins du Louvre. Elle le voyait si mal, roulant dans la neige, les jambes en l'air. À cause de lui, le dimanche, elle alla revoir le magasin, et Sylvie l'accompagna. Puis, sans explication, la quitta au coin de la rue de Rivoli et descendit dans le métro. À ce soir. Marie se rendit seule au cinéma, celui du boulevard Bonne Nouvelle, où Jean Dubulle l'avait conduite. Dimanche. Lundi. On ne le vit pas aux caves de Bourgogne ce lundi-là. Et pourtant, elle avait entendu son pas le matin. Elle ne savait pas à quelle heure il était rentré la veille, car il prenait un train assez tard. Le mardi non plus, il ne vint pas, et M. Laboine suggéra en plaisantant, pour taquiner Marie, de le biffer de la liste du réveillon. Marie ne rentra pas à l'hôtel tout de suite. Elle se sentait triste. Elle prit le boulevard Bonne Nouvelle, passa devant le cinéma dont elle avait vu le film l'avant-veille et marcha jusqu'à la porte Saint-Denis. Il y avait des filles presque tout le long du trottoir, haut perchées sur leurs talons. Elles faisaient quelques pas nonchalants et se retournaient, repartaient, s'arrêtaient devant chaque passant à qui elles balbutiaient quelques mots, toujours les mêmes,
comme une litanie, repartait encore en haussant les épaules ou en grommelant une injure. Un homme se retourna sur Marie aussi, dont il n'avait vu que la silhouette dans l'ombre, se laissa dépasser par elle, s'arrangea pour la rattraper sous un bec de gaz et fit définitivement demi-tour. Les 5 étages lui parurent plus longs que les autres jours. Elle n'avait pas trouvé la clé au tableau. La porte était ouverte, mais la chambre était vide. Immédiatement, elle entendit du bruit au-dessus de sa tête et s'arrêta de respirer. C'étaient des rires qu'on entendait là-haut, et tout un vacarme de pas, comme si des gamins se battaient avec des boules de neige. Mais il n'y avait ni neige, ni enfants. Elle savait. Elle avait su depuis toujours. Sans retirer son chapeau, elle alla prendre sa valise dans le placard, ouvrit les tiroirs et entassa ses affaires pêle-mêle. Ce n'était pas à Jean Dubul et à ses grosses lunettes qu'elle pensait. C'était à Louis, debout dans l'encadrement de la fenêtre, qui contemplait avec des yeux gourmands les beaux seins de Sylvie. Furtivement, avant de partir, comme si elle ne le faisait pas exprès, elle toucha la place de celle-ci dans le lit. Puis, les lèvres pincées, les yeux secs, très noirs et brillants, elle ouvrit la porte et commença à descendre. Elle avait laissé la clé sur la porte. À un bout de la rue régnaient les lumières et le bruit. À l'autre, c'étaient les trottoirs vides de la rue de Turenne et les caves de Bourgogne aux volets clos. De grandes bourrasques de vent semblaient vouloir lui arracher son manteau.